Je le disais tantôt, plusieurs voix s'élèvent pour exiger des autorités congolaises le retrait du pays aux organisations sous-régionales. La dernière en date est celle des sénateurs membres de l'Union sacrée de la nation qui ont fustigé le silence et donc la passivité de la communauté internationale dans une déclaration lue devant la presse. Ces élus ont demandé au gouvernement de la RDC de suspendre sa participation aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est le premier dossier. À quelques heures de l'ultimatum, dans un communiqué, le M23 accepte le principe de cessez-le-feu. Selon les décisions prises par les chefs d'État, membres de l'EAC, le mouvement terroriste a cessé ses attaques contre les FARDC, bien qu'il garde encore ses positions dans certaines zones, notamment à la frontière de Bunagana. Dépassé par le cours des événements, le M23 insiste sur les négociations avec le régime de Félix Tshisekedi. Jeshi ya M23 our soldiers wote watakuwa mkononi ya bwana Tshisekedi ya rais. Makada yetu politique kada nao wataenda kwa bwana Tshisekedi. Tulikubaliana hiyo. D'après l'un de ses cadres, ils vont se retirer et réitère donc son engagement au dialogue direct avec Kinshasa, ce qu'il considère comme seule voie pour résoudre pacifiquement le conflit. La guerre dans l'Est, Kinshasa, quant à elle, maintient sa position et refuse un dialogue direct avec le M23. Pour Kinshasa, il faut éviter le jeu de dupes, d'autant plus que le communiqué du M23 pour la cessation des hostilités ne rassure pas. En lisant ce document, un doute est palpable. Interviewé sur RFI, Vilingoma, le membre du M23, déclare « Nous avions pris Bunagana, Rutshuru, Kiwanja et d'autres localités par la force, et nous y quitterons que par la force. » Et pourtant, de son retour de Luanda, le président Félix Tshisekedi était convaincu d'arracher le retrait du M23 des zones occupées et, de facto, la cessation de ce groupe rebelle soutenu par le Rwanda contre les FARDC et la MONUSCO. Devant le médiateur désigné par l'Union africaine, l'Angolais Joao Lourenço, le président burundais et président en exercice de l'EAC, Évariste Ndayishimiye, l'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta, Félix Tshisekedi semble avoir eu gain de cause. Il a été question de la cessation des hostilités du M23 à partir du 25 novembre à 18h. Du retrait du M23 des zones occupées et enfin le retour du M23 à ses positions initiales à Sabinyo côté RDC, sous le contrôle des FARDC, de la force régionale et de la MONUSCO. Au sein de l'opinion, c'est la méfiance et le ras-le-bol est perceptible. Pour plusieurs, l'EAC ne joue pas franc jeu avec la RDC. S'appuyant sur cette léthargie de l'organisation régionale à contraindre le Rwanda à cesser son appui au M23. Entre les lignes, c'est la question de l'efficacité de cette organisation sous-régionale qui se pose. Son impuissance d'imposer des résolutions au pays et mouvements agresseurs de la RDC exaspère. Pour les Congolais, indexé comme étant le tireur des ficelles dans ce conflit dans l'Est. Cette crise expose une communauté internationale impuissante à mettre un terme à ces violences qui, au fil des ans, ont déplacé plus de 6 millions de Congolais. Le Parlement européen décourage l'intégration du M23 au sein des FARDC. Il encourage vivement le Rwanda à ne pas soutenir les rebelles du M23 et invite l'Union et ses États membres à imposer ces sanctions à l'encontre des auteurs de violations. Mais en RDC, les voix se sont élevées pour demander aux autorités de quitter les organisations internationales et régionales, à l'instar de la francophonie ou de la communauté des États de l'Afrique australe. Dans une déclaration, les sénateurs membres de l'Union sacrée de la nation ont fustigé le silence et la passivité de la communauté internationale et ont demandé au gouvernement de la RDC de suspendre sa participation aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie. Ayant suivi avec attention la situation politique sécuritaire de l'heure, avons déclaré en ce jour ce qui suit. Mais le gouvernement congolais n'entend pas les choses de cette oreille. Pour le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères Christophe Lutundula, le retrait de la RDC et de l'OIF n'est pas à l'ordre du jour.
Il faut créer les conditions du dialogue et les conditions de coopération. Ce n'est pas spécifique à la RDC. Même entre les individus, quand on veut jouer à je ne sais pas quel jeu, on veut être des amis. Il faut qu'il y ait des conditions qui vous rapprochent. Lors du 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, le Premier ministre qui a conduit la délégation congolaise a affirmé que la voix du pays a été entendue et que la condamnation de tout soutien aux agresseurs de la RDC par l'OIF a été obtenue. Nous avons déjà eu à le répéter, bien sûr, sur d'autres forums. Le président de la République a parlé de ces questions d'agression du M23, appuyé par le Rwanda. Il l'a fait au sommet des Nations Unies. Le caractère volontariste de l'appartenance aux organisations internationales ou régionales, ainsi que la souveraineté des États, même si ceux-ci acceptent de la limiter en devenant membres d'une ou plusieurs organisations intergouvernementales, veulent aussi qu'aucun d'eux ne soit obligé d'y demeurer, si tel n'est pas son désir. Le droit de retrait d'une organisation de ce système existe-t-il? La question ne saurait se poser lorsque l'acte constitutif d'une telle organisation contient une disposition expresse à ce sujet. Monsieur Eric Ninou, où se retrouvent actuellement les rebelles du M23? Bon, d'abord, cette question, il faut la poser aux militaires, à l'armée. C'est eux qui sont sur le terrain. Ils doivent donner les informations. Donc, il faudrait attendre une communication officielle de l'armée. Mais en tout cas, d'après ce qu'on a eu comme information au travers des médias qui ont reporté, le M23 n'a pas respecté les dictats, si on peut dire, les décisions du mini-sommet de Luanda. Le mini-sommet avait un calendrier bien précis qui disait que le 25, vendredi, le M23 devait cesser les hostilités. 2 jours plus tard, à J+2, donc le 27, ce dimanche, ils devaient commencer le retrait de leur position là où ils sont, c'est-à-dire à Bunagana, Kiwanja et tout ça, et se retrouver dans leur position initiale. Et dans 2 jours, c'est-à-dire J+5, il y aura le début du désarmement et du cantonnement du M23. Donc on peut dire que le M23, en tout cas, les choses sur le terrain ne se font pas selon le calendrier. Ça ne veut pas dire que la partie est perdue. Il faut continuer à faire de la pression parce qu'il faut savoir d'où l'on vient. Ce mini-sommet de Luanda, c'est un acte fort. Et il faut que notre population le comprenne. Est-ce que ce n'est pas finalement tourner en rang, de sommet en sommet, d'ultimatum en ultimatum, le M23 campe et ne désarme pas? C'est quoi la suite, plus que 48 heures après, ils y sont toujours? Mais la suite, elle est très bien notée dans... J'ai le texte ici, de communiqué final. J'espère que vous l'avez lu. Il est très bien dit, une chose, on fixe des dates, on fixe des objectifs. Retrait du M23, désarmement du M23, cantonnement du M23, reprise des pourparlers politiques entre le Congo et les autres groupes armés à Nairobi, et puis après, retour des réfugiés congolais qui aujourd'hui sont près de 385 000 compatriotes à nous qui errent dans les rues, dans les chemins parce qu'ils ont dû quitter leur domicile à cause des attaques du M23. Donc tout ça est bien normé et tout ça, c'est bien indiqué. Si le M23 ne respecte pas et n'accepte pas d'appliquer ce cessez-le-feu et ce retrait, il subira la force, il subira la frappe de la part de la force de l'EEAC, c'est-à-dire de la communauté des États d'Afrique de l'Est. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a mis des conditions, on a mis un calendrier. Justement, quelle garantie on a qui vont cette fois-ci La garantie, c'est la signature de 3 présidents, s'il vous plaît. 3 présidents en exercice. De Paul Kagame. 3 présidents en exercice. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, le président João Lourenço de l'Angola, qui est aussi président de la CIRGL, la conférence internationale des pays des Grands Lacs, qui est le médiateur désigné par l'Union africaine et par l'ONU pour une désescalade entre le Congo et le Rwanda, et puis aussi le président Ndayishimiye, qui est président du Burundi, et aussi président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est. Après, on avait aussi le président Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné pour l'Afrique de l'Est, et enfin, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui représentait son président Paul Kagame. C'est-à-dire 3 présidents en exercice qui représentent non seulement leur pays, mais aussi les ensembles sous-régionaux. Et toute la communauté internationale a soutenu ces signatures. Vous avez entendu l'Union européenne, vous avez entendu le département d'État américain, vous avez entendu le Quai d'Orsay, vous avez entendu... C'est pas les premières, hein, non, mais ça veut dire que les premières, cette fois-ci... C'est un cercle vicieux, ces soutiens. Non, c'est pas un cercle vicieux. C'est simplement pour comprendre que dans le monde diplomatique, dans le secteur diplomatique, les choses se font
petit à petit, parce qu'il faut convaincre, il faut avancer. Mais vous savez bien, le président l'a dit dans son discours du 3 novembre, il y a deux options, la diplomatie ou la guerre. On a choisi la diplomatie, on avance, mais on est déjà presque en guerre, puisqu'il y a un conflit. Nos forces armées, nos vaillantes forces armées se défendent sur le terrain, elles repoussent le M23. Et maintenant, elles seront aidées par les forces de la communauté d'Afrique de l'Est, qui ont un mandat offensif. Cette fois-ci, c'est clair. Il y avait des doutes au départ. Qu'est-ce qui sera différent cette fois-ci, contrairement aux autres conventions qui ont été signées, justement, pour mener ces genres d'actions? Quelle garantie, cette fois-ci, la RDC peut avoir? La garantie, c'est simplement que des chefs d'État d'entités sous-régionales, des chefs d'État voisins qui ont le mandat d'être des médiateurs dans ce conflit, dans ce différend, ont apposé leur signature au bas d'un communiqué qui dit très bien, pour résumer en deux choses, pour que les gens comprennent bien. Le M23 doit baisser les armes, se retirer et à la fin être désarmé et cantonné dans des lieux précis. S'ils ne le font pas, on va leur obliger de le faire par la force. C'est simple. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, il y a un mandat clair. Et donc ce sera fait. Et après, c'est à nous les Congolais de continuer à faire pression et au niveau mondial pour que le soutien diplomatique que l'on a reçu de la communauté internationale, et c'est un long travail parce qu'on sait d'où l'on vient, ce soutien soit maintenu et que les choses soient appliquées jusqu'au bout. Alors quelle lecture faites-vous justement de l'absence de Paul Kagame lors de la signature de ce document final? Je pense qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, pour moi ça n'a pas d'importance. C'est pas à moi, vous le sous-estimez. Non, qu'il ne soit là ou qu'il ne soit pas là, ça n'a pas d'importance. C'est peut-être sa stratégie. C'est un refus. Non, parce qu'il était représenté. Donc ça veut dire que le Rwanda était là. Il était représenté. Que la personne du président Paul Kagame ne soit pas là, je ne sais pas puisque je n'en connais pas les raisons, je ne vais pas spéculer là-dessus. Mais en revanche, le Rwanda était représenté. Le ministre de Rwanda a apposé sa signature au bas du document, ici. Donc, c'est-à-dire que ça engage le pays, puisqu'il représentait le président Kagame. Et ça veut dire aussi une chose très importante, c'est-à-dire que le Rwanda, en acceptant ça, accepte en fait à la face du monde, comme on dit, les masques tombent, que effectivement le M23 ne sont que des supplétifs du Rwanda. La décision du mouvement ou de l'action du M23 ne se décide pas à Bunagana, mais à Kigali. Alors, pour terminer... Et donc le Rwanda s'est engagé aujourd'hui à œuvrer pour que le M23 applique ceci. Si le M23 n'applique pas ceci, ils seront forcés de l'appliquer par la force. C'est clair. Alors clairement, pour terminer ce dossier, on peut dire que les jours, les heures du M23 sont comptées. Bien sûr, les heures du M23 sont comptées. On peut le dire en tout cas. En tout cas, les heures du M23, en tant que mouvement terroriste qui sème le crime et la désolation au Congo, sont comptées.